Dans la capitale du royaume de Gallia, le roi et sa cour vont être exécutés en public. Le bourreau a claqué des doigts. Et la guillotine est immédiatement tombée pour tuer le 97e, puis le 98e. Puis le 99e. Il pensait pouvoir mettre fin au régime tyrannique de l'intérieur, mais à la fin. Ce sont eux qui les ont sapés, et avec la mort du 100e, l'homme s'est adressé aux citoyens. Disant que le roi et ses sbires ne leur feraient plus de mal, que l'ère de l'oppression prenait fin ce jour-là et qu'à sa place, ils inauguraient l'ère de la libération. Des bruits de pas traînant résonnent sur l'estrade, poussant la foule à se déchaîner. Ils hurlent des insultes et réclament leur mort immédiate. Queen, le premier conseiller du roi, les considère comme des idiots en quête de violence. Il était ligoté et incapable de faire quoi que ce soit. Mais ils ne réalisent même pas qu'ils se font duper par les personnes mêmes qui sont derrière ce spectacle de soumission. L'Ordre de la Libération est un groupe d'aristocrates qui se bat soi-disant pour le peuple. Mais il a en réalité été fondé par la famille de Sac. Ce sont les vrais tyrans qui tirent les ficelles dans l'ombre depuis des siècles. Leur prochain coup est de faire croire au peuple que la libération est imminente. Et de l'utiliser comme prétexte pour massacrer leurs ennemis une bonne fois pour toutes. S'adressant au peuple, le bourreau dit que c'est le moment qu'ils attendaient tous. Il appelle le roi et ses conseillers. En réalité, les deux Sacs se fichent de savoir qui est le roi. Tant que c'est une marionnette qu'ils peuvent contrôler. Ils sont accusés d'affamer les citoyens et de s'allier avec les démons qui ont rasé leur maison dans leur soif de pouvoir. Les conseillers sont accusés d'avoir sacrifié des milliers de leurs frères. On leur dit que l'Ordre de la Libération ne tolérera pas de telles choses et la foule rugit. Queen les méprise. Sachant qu'ils ont tout inventé, les soi-disant réunions clandestines avec le roi démon sont l'excuse de la famille. Pour les livrer en pâture à la foule révolutionnaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas réussi à capturer leur arme secrète. Inquiète et également ligotée, Elisabeth demande s'il est sûr que leur allié viendra. Queen a une confiance totale en son ami de 20 ans, qui observe depuis la foule. Agacé par leurs murmures, le bourreau tire sur leur chaîne magique. En regardant la femme, le garde considère que c'est un gâchis pour un être aussi délectable. Il lui prend le visage et dit que, puisqu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre, ils peuvent bien les passer ensemble à l'arrière de l'estrade. Cela fait réagir Queen. Il lui ordonne de retirer ses mains d'elle. L'ignorant, le garde commence à l'entraîner pour un petit plaisir avant qu'elle ne perde la tête. Le conseiller du roi perd patience et commence à libérer son pouvoir sous l'effet de la colère. Pendant que les soldats essaient de maîtriser la situation. La pure explosion de son pouvoir en projette une bonne partie en arrière. L'homme qui harcelait Elisabeth en prend le plus gros. Et commence à se disloquer de l'intérieur, car le captif commençait à se libérer de son sortilège de contrainte. Ils prennent position et essaient de renforcer le sort. Avec cela, Queen est forcé de s'incliner, soumis en un instant. Il maudit tout, incapable d'utiliser son pouvoir comme il le souhaite. L'entourant d'armes. Ils lui disent d'arrêter de se tortiller, cependant le sourire n'a pas quitté son visage, certains que leurs positions vont s'inverser dans un instant. Après tout, celui qui va les sauver sera là bientôt, celui qui l'attend est Silas, son meilleur ami et le plus puissant allié qu'ils aient. Ils se sont rencontrés à l'académie à l'époque où leur pouvoir venait juste de s'éveiller, sa famille a été impitoyablement assassinée. Sur les ordres de la famille de Sac, à un moment donné, ils sont rapidement devenus frères d'armes, chacun gravissant les échelons de la noblesse. Et s'efforçant de mettre fin à la tyrannie de l'intérieur, malheureusement, ils ont été trahis et il a été arrêté avec ses compagnons. Mais Silas était encore libre, l'ordre reste inconscient de ses intentions et de son pouvoir incroyable, Queen est le prochain sur la guillotine. Le voyant s'avancer, le bourreau l'appelle l'un des complices les plus sournois du roi. Le tyran qui a conduit le royaume à la ruine et à la famine. Appelé devant le conseil, il se tient droit et avance la tête haute, il s'assure d'être prêt. S'attendant à ce que son sauveur et meilleur ami arrive à tout moment, le bourreau demande au conseiller. S'il a des derniers mots à dire, Queen lui conseille de ne pas être si confiant, sachant exactement qui se cache derrière leur ordre. Entendant leur piège, ils ont commis une erreur et n'ont pas réussi à capturer leur membre le plus fort, Silas, répétant le nom, l'homme commence à enlever son casque. Et plonge le captif dans le choc et l'incrédulité. Celui qu'il considérait comme son frère et son plus grand allié. Était celui qui les avait trahis, il refuse de le croire, disant que cela peut être n'importe qui sauf lui, après tout,
c'est son meilleur ami et l'espoir du peuple sous cette atmosphère mortelle. Silas lui dit de ne pas exagérer, car pendant toutes ces années, il a joué le jeu de son petit plan. Et est resté indétecté. Pour expliquer le moins, il dit que les deux sacs étaient juste plus convaincants que lui. Quinn se demande comment tout cela a pu être possible. Ils se connaissent depuis 20 ans et ont traversé des épreuves comme de vrais frères, liés par le destin. Avec un sourire en coin, Silas lui demande de ne pas le prendre personnellement. Et dit qu'il doit retourner au travail. Il remet son casque et dit aux gardes de le mettre dans la guillotine. Aussi choquant que cela puisse être, Quinn sait enfin qui les a trahis et qui sera responsable des exécutions de chacun de ses camarades. Rempli de rage, il grogne à son vieil ami, jurant de le faire payer pour ses péchés. Une puissance jaillit de son corps. Se manifestant comme une présence démoniaque au-dessus de lui, se moquant de ses ennemis, il utilise son pouvoir pour éliminer quelques soldats en un instant. Il pense qu'il a réussi à se libérer de l'enchantement, mais il voit le conseil charger vers eux comme une bête tandis que son corps était encore retenu. Désarmant rapidement et facilement une des cibles. Il attrape la poignée d'une épée en plein vol et la serre entre ses dents, le flux de son énergie enveloppant son corps. Pendant ce temps, les soldats font de leur mieux pour le maîtriser, mais Quinn était déjà en train de percer leur défense. Sur une tour voisine, des archers arment leurs arcs magiques pour tenter de le tuer. Voyant cela, il envoie son pouvoir s'occuper d'eux à des mètres de distance. Ils sont dévorés et projetés hors de la tour, éliminés par le prisonnier démoniaque. D'autres soldats saisissent leur chance. Et s'efforcent de renforcer le sortilège de restriction. Il était encerclé et progressivement accablé par leur magie, mais rien n'était assez puissant pour apaiser la rage d'avoir été trahi par son ami le plus cher. Même Silas en avait assez de ces jeux, alors les deux se sont rués l'un sur l'autre. Désireux d'en finir une bonne fois pour toutes, eux qui étaient liés comme des frères. Leur relation maudite a pris une tournure tragique. Quinn s'est effondré avant même de pouvoir atteindre sa cible et il est forcé de lâcher sa lame. Pendant ce temps, le traître se tenait droit, disant qu'il faut faire les choses soi-même. Si l'on veut que ce soit fait correctement. Les entraves furent resserrées au maximum, et le captif ne pouvait rien faire. Saisi par le cou, il est ensuite jeté sur la guillotine. Où le carcan en bois s'est refermé sur son cou. Réalisant qu'il va mourir, Quinn se demande ce qu'il a fait pour mériter une telle trahison. Silas assure à son vieil ami qu'il n'y a pas eu de grand tournant, et qu'il n'était qu'un simple pion ayant perdu toute utilité. D'un claquement de doigts, la guillotine tomba et la tête du conseiller roula avec elle. Alors que sa conscience était encore intacte, il ferma les yeux, incapable d'accepter que ce soit la fin. En rouvrant les yeux, le monde était en flammes. Il sentit une chaleur intense et vit un chaos déchaîné qui lui fit se demander s'il était en enfer. La pensée d'avoir dédié sa vie à libérer le peuple de la tyrannie. Et de finir en enfer malgré tout était assez ridicule pour le faire rire. Sa vue s'éclaircit et la scène devient plus nette. Comme frappé par le désespoir, il tomba à genoux de tristesse, croyant ne rien mériter de tout cela. C'est alors qu'il entendit quelqu'un lui dire de ne pas perdre la tête. Et de se mettre à l'abri. Le conseiller reconnaît son village. Et se demande si son enfer consiste à revivre sa destruction. Il reconnaît même l'armure des envahisseurs. Appartenant à l'armée du comte Ravel. Un jeune homme lui crie de fuir pour sauver sa vie. Quinn se fige en voyant Gavin. Un ami qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, depuis qu'il a été tué cette nuit-là. L'ami s'est enfui en lui disant de le suivre, mais il a trébuché sur un cadavre au sol. Et est tombé au milieu du champ de bataille. Cette petite erreur allait le tuer, lui coûtant sa chance de s'échapper. Un soldat leva sa hache sur le villageois. Qui osait défier leur comte? Réalisant que son ami était sur le point de mourir à nouveau, le corps de Quinn bougea de lui-même et passa à l'action. Il attrape un bouclier au sol et arrive juste à temps pour bloquer la lourde hache qui fonçait sur eux. Le soldat est surpris, et plus encore. Lorsque le combattant enchaîne avec un coup de pied dans ses flancs. D'un autre côté, le premier conseiller était stupéfait. Et se demanda pourquoi son attaque était si faible. Il ne sentait même plus ses pouvoirs déferler en lui. Saluant la technique du paysan, le soldat se tint devant lui. Et sur son armure, Quinn vit le reflet de son visage. Sa cicatrice n'était plus là, il était de nouveau jeune, comme si le temps avait été remonté. Gavin hurla à son ami immobile et distrait de s'enfuir pour échapper au coup de l'ennemi. C'était déjà trop près pour esquiver,
alors il réagit instinctivement et attrapa plutôt le poignet de l'homme. Comme il était si fort et pouvait à peine être retenu, le jeune homme doit maintenant compter sur la technique pour l'emporter. L'ennemi rit de sa faible tentative. Mais il augmenta sa puissance et abattit sa lame sur le villageois, alors qu'il était sur le point d'être coupé en deux. Quinn se souvient que l'armure qu'il porte a un plaquage fin autour du cou. Pivotant sur son pied, il se retourne et lâche prise pour esquiver la lame tranchante de quelques centimètres. Conservant les compétences qu'il a perfectionnées pendant 20 ans de combat, il frappe l'épée pour la faire tomber des mains de l'homme et la prend rapidement pour lui. Avec une expérience que la plupart d'entre eux ne pouvaient même pas espérer avoir, il tranche la gorge du soldat. Et lui arrache la tête avec une technique que son jeune lui n'avait jamais eue auparavant. Quinn a décapité le soldat ennemi. Agréablement choqué, Gavin demande où il a appris à faire une telle chose. Le régresseur se tourna vers son vieil ami et lui prit expérimentalement le visage entre ses mains, confirmant que c'était bien lui. Son comportement étrange et fou est mis sur le compte d'un effet secondaire du choc. Mais au fond de lui, il savait ce qui venait de se passer. Il était vrai qu'il était retourné 20 ans en arrière, mais comment cela était-il possible? Il se souvient clairement d'avoir été sur la guillotine. Et de s'être fait couper la tête. Le voyant perdu dans ses pensées, Gavin le ramène à la réalité d'une tape ferme. Et dit qu'ils doivent aller sauver leur famille des envahisseurs. Autour d'eux, les hommes du comte pillaient. Et brûlaient le village entier. Il est revenu précisément au jour où l'armée de Ravel a réprimé la révolte dans leur foyer. C'est le jour où ses amis et sa famille sont morts. Et l'image macabre était encore vivace dans son esprit. Se le rappelant, ils se précipitèrent pour sauver ses proches. On ne sait toujours pas pourquoi il a été ramené à ce moment précis. Mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Cette fois, Quinn ne laissera pas des malfaiteurs s'en prendre à sa famille. Avant sa mort, il était l'un des guerriers les plus puissants de Gala et l'un des rares à pouvoir défier les décès. Cependant, il est maintenant de retour dans son corps d'adolescent. Ses pouvoirs ne se sont pas encore éveillés et il ne s'est pas encore inscrit à l'académie. En d'autres termes, il n'est qu'un simple paysan pour le moment. Alors qu'il court vers sa maison, il voit un éclair de magie fuser dans les airs. Heureusement, il réagit assez vite. Et tire Gavin en arrière juste à temps pour le sauver. L'éclair frappe le mur et il regarde par-dessus pour voir un noble, Zivold, le fils du comte, qui s'avançait vers eux, débordant de puissance. Quelques civils s'inclinèrent et le supplièrent d'épargner leur maison, qui était tout ce qu'ils avaient. Souriant sombrement, il les traite de rats et fait jaillir des étincelles de magie. S'ils ne lui donnent pas leur maison, autant la brûler avec eux. Il libère une vague d'énergie qui coupe la famille et leur maison en deux. Pendant ce temps, Quinn maudit cette ordure, se souvenant qu'il a également massacré ses parents. Cela dit, il ne peut rien faire contre ce noble de second rang sans ses pouvoirs. Le plan pour l'instant est de se déplacer discrètement par les toits et d'atteindre sa maison sans être repéré. Cela fonctionne et ils atteignent rapidement sa maison, mais voient les envahisseurs déjà en train d'entrer à travers les décombres. Alors qu'ils étaient déjà là, un combat était pratiquement inévitable. Gavin essaie de l'arrêter, voulant d'abord appeler à l'aide. Mais il n'a pas beaucoup de temps avant qu'il ne décime son foyer sans aucun noble. Ce n'étaient que des soldats de base de l'armée du comte, il est vrai qu'il n'a pas ses pouvoirs. Mais ses souvenirs de 20 ans sur le champ de bataille sont toujours intacts, encouragés par ce poids d'expérience. Il se lance dans l'action et s'écrase dans sa maison par la fenêtre. Là il voit immédiatement les hommes déjà en train de toucher à sa famille. Il compte 3 intrus au total, il le voit et essaie de le maîtriser. Mais Quinn a déjà mis la main sur une paire de couteaux de cuisine, disant qu'il aimerait les voir essayer. Le vétéran en lance un sur un ennemi, la lame se fige dans le cou d'un homme. Avant qu'il ne puisse même réagir, il n'en reste plus que 2 à abattre tandis que les soldats regardent leurs camarades tomber sans vie d'un coup. Leur ennemi charge déjà avec une vitesse mortelle, ils réagissent. Et l'un d'eux parvient à bloquer avec son épée à temps. Pendant ce clash intense, Quinn sent l'autre intrus arriver par derrière. Un homme normal serait sans défense dans cette situation, surtout qu'il ne peut ni avancer ni reculer. Cela dit, il peut encore monter. Il saute haut dans les airs et esquive le coup d'épée, qui frappe à la place le camarade de l'homme. Il ne reste plus qu'un seul à abattre et il tombe juste derrière lui. Toute sa vie, il a rêvé des choses qu'il aurait pu faire aux tueurs de sa famille. Jamais dans ses rêves les plus fous il n'aurait pensé pouvoir les voir vivants à nouveau. Ainsi,
il montre de la miséricorde à l'homme et le tue avec un minimum de douleur. Leur maison a été défendue et sa famille court pour étreindre leur sauveur. Quinn les prend dans ses bras, disant qu'il leur a manqué toutes ces années. Confus par ce qu'il veut dire, son père lui demande où il a appris à se battre comme ça. Il promet donc d'expliquer les choses plus tard, pour l'instant ils doivent partir pour la forêt où c'est plus sûr. Il s'en souvient bien, les seuls survivants cette nuit-là étaient les personnes qui s'étaient enfuies dans les bois. Et étaient revenues à l'aube. Il retrouve Gavin qui était dehors et lui disent de les rejoindre. Puisque la maison de ses parents est à la lisière de la forêt, ils sont déjà en sécurité. Il se souvient aussi de cela. Et comment ils ont survécu tandis que leur fils est mort. Déterminé à changer ce destin, Quinn mène le groupe vers la sécurité. Tant de villageois ont perdu la vie ce jour-là, tués par les hommes vicieux du comte. Maintenant qu'il a une seconde chance, il doit bien l'utiliser. Ils réussissent à se regrouper avec les autres. Et préparent un camp pour la nuit, leur disant de rester là. Il avait l'intention de faire autre chose mais a soudainement perdu sa force, sa vision est devenue floue mais il se sentait tomber. Tandis qu'il l'appelait, le jeune homme s'évanouit après avoir poussé son corps faible à ses limites. Dès qu'il ferma les yeux, il rêva de son passé tragique. Et revécut le cauchemar avec ses camarades, liés et regardant son meilleur ami l'appeler un pion qui avait dépassé son utilité. Juste comme ça, le traître lui coupa la tête. Comme s'ils n'avaient pas passé 20 ans ensemble. Enfin, et de manière étrange, il entend les cris de douleur de Gavin. Quinn se réveille avec la chaleur du soleil sur lui, il n'y a plus de doute là-dessus. Et il a vraiment régressé de 20 ans en arrière. Peu importe la raison, il a maintenant un énorme avantage sur ses ennemis. Il est déterminé à ne pas échouer à aucun prix, mais il doit encore éveiller son pouvoir pour réussir. Il est déterminé à ne pas échouer à aucun prix mais il doit encore éveiller son pouvoir pour réussir. Juste à ce moment-là, il entend un cri perçant et court aussi vite que possible pour se regrouper avec les villageois. Étaient-ce les gardes au lieu des ennemis? Il voit Gavin triste et agenouillé sur le sol, son père explique que le jeune homme aura besoin de temps. Alors que les soldats ont tué ses parents, Quinn ne pouvait pas y croire, certain que la mère et le père de son ami avaient survécu. Dans sa vie précédente, Quinn se demande ce qui s'est passé, se rappelant comment les parents de Gavin vivaient près de la forêt, son père soupire. Et partage que Zivald est devenu fou. Après avoir découvert que certains de ses hommes étaient morts, en d'autres termes, c'était de sa faute s'il avait tué ses soldats en sauvant ses parents, il a fini par orpheliner l'ami qu'il chérissait. Tombant également à genoux. Quinn regarde le ciel. Appelant quiconque l'a envoyé là, il demande s'il est puni. Et s'il va être tourmenté pour l'éternité, son père le console en disant qu'il ne doit pas se blâmer pour ce qui s'est passé, compte tenu de tout. Les véritables méchants sont les Ravels qui causent violence et chaos. On lui a dit qu'il avait sauvé Gavin. Il professe sa fierté pour son fils. Le vieil homme avait raison et il ne pouvait pas continuer à pleurer son destin. Ayant eu une seconde chance, il doit maintenant l'utiliser pour créer un avenir meilleur, pour tirer le meilleur parti de son avantage. Il devra commencer par réveiller ses pouvoirs une fois de plus, tant qu'il est faible, il ne pourra pas vaincre un soldat, encore moins changer son destin. Cette fois, il protégera quiconque il peut protéger, Maddie, sa petite sœur qu'il a abandonnée dans sa vie précédente après la mort de leurs parents. Il a quitté le village, déterminé à se venger, pour suivre ses désirs, il l'a laissé aux soins d'Aldé, le chef de leur petite ville. Et n'a appris que plus tard qu'il l'abusait constamment. Quand l'occasion s'est présentée, il l'a vendue aux hommes du comte qui ont ensuite continué l'abus. Elle a pleuré et l'a appelé désespérément, mais c'était trop à la fin. Elle a décidé de mettre fin à sa vie solitaire, abandonnée par le monde cruel, le souvenir et le regret le hantent encore. Cette fois, il la serre fort dans ses bras, promettant de ne jamais refaire la même erreur. Juste à ce moment-là, il se fige et réalise ce qui aurait pu se passer, il se précipite vers Gavin et demande où est sa sœur Anna. Encore en deuil, il dit qu'Aldé s'occupe d'elle maintenant que leurs parents sont partis, en sauvant Mehdi, il a condamné la sœur de son ami tout comme cela avait été le cas avec leurs parents. Essayant d'agir rapidement, Quinn lui dit de la retirer du chef car il ne peut pas être de confiance, le jeune homme est confus. Et se demande pourquoi il dirait cela à propos de leur chef de village. Juste à ce moment-là, une voix basse se fait entendre demandant ce qui se passe, Aldé s'approche et leur dit de laisser un peu d'espace au jeune homme. Les autres ne savent pas encore, mais l'homme maléfique cachait sa vraie nature. Avec un sourire chaleureux,
le chef encourage Gavin à rester fort et promet de s'occuper de Hannah, ignorant sa véritable nature. Le jeune orphelin ne pouvait être plus reconnaissant. Quinn s'éloigne car personne ne va le croire. Peu importe à quel point il insiste. Alors qu'il s'en va pour se reposer, le soleil se couche et la lune se lève sur la forêt. Dans sa vie antérieure, il est allé seul dans les montagnes. Après le meurtre de ses parents, il a éveillé par pur hasard le pouvoir dormant en lui quelques semaines plus tard. Maintenant, il sait comment déclencher cet éveil par lui-même. Et il peut le faire en 2 jours. Il saute de toit en maudissant Zevold, qui a causé plus de dégâts cette fois-ci que la dernière. Heureusement pour lui. Un autre rat requérait son attention. Il arrive chez Aldé et entend immédiatement une étrange combinaison de cris et d'aboiements. À l'intérieur, 2 chiens enragés grognaient après Hannah, qui était déjà rouée de coups et en haillons. Elle les supplia de rester à l'écart, mais le chef lui attrapa la main en lui disant d'en profiter. Puisque personne ne viendrait la sauver de toute façon, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. C'est vraiment de la vermine jusqu'à la moelle. En voyant Quinn, le vieil homme lui demande ce qu'il fait là. Il était déjà prêt à se battre. Et le menaça de mort. Sans perdre un instant, il ordonna aux chiens d'attaquer. C'était un problème, car il ne pouvait pas les laisser s'approcher d'Hannah. Le jeune homme sortit donc de la pièce en courant. Dès qu'ils le suivirent, il fit volte-face et verrouilla la porte pour les maintenir dehors. Aldé le foudroya du regard. Puisqu'il comptait lui planter sa hache dans le crâne, il décida de lui révéler un petit secret. Le chef avoue avoir conspiré avec les hommes du comte pour tuer sa famille afin de pouvoir s'emparer de Maddie. Comme ils ont fait un travail exécrable, il va devoir s'en charger lui-même. Quinn resta imperturbable et lui demanda simplement s'il avait fini de déblatérer. Il était déjà au courant de son complot avec le comte, y compris la promesse de faire de lui un noble. Aldé est sous le choc, ne sachant pas qui a bien pu informer le garçon. En fait, c'est Aldé lui-même qui le lui a dit, juste avant de se faire éventrer. Quinn l'avait déjà tué une fois, après avoir découvert ce qu'il avait fait à Matty. Et maintenant, il sort ses lames, visiblement impatient de recommencer. Il chargea au moment où le chef abattait sa hache. Malgré son âge et sa corpulence, il se déplaçait très vite. Mais ses mouvements étaient bien trop prévisibles, surtout pour un vétéran comme lui. Une ouverture s'étant présentée, c'était au tour de Quinn de frapper. Il taillade les jambes du vieil homme, qui n'en revient pas que ce gamin si faible puisse le blesser. Serrant les dents, Aldé crie au coup de chance et attaque à nouveau. Mais cette attaque est aussi facile à esquiver que la première. Le coup de lame suivant lui parcourt le dos. Le chef transpirait maintenant d'inquiétude, se demandant qui avait bien pu lui apprendre à se battre ainsi. Mais cela ne le regardait pas. Ce dont il devrait s'inquiéter, c'est de finir en morceaux. Quinn s'apprêtait à porter le coup de grâce, mais Aldé lui dit de ne pas oublier si vite qui des deux est le maître. Le corps d'Aldé se mit à briller et il projeta une vague d'électricité qui fit voltiger le jeune homme. Il n'arrivait pas à y croire, mais pour une raison quelconque. Son ennemi était capable de manier l'électricité. Dans sa vie antérieure, il était si fort que le chef n'avait absolument rien pu faire pour l'arrêter. Ce qu'il ignorait, c'est que le comte ne s'était pas contenté de lui promettre de faire de lui un noble. Il avait également aidé Aldé à éveiller ses pouvoirs. Les nobles sont des tyrans qui exploitent le peuple pour leur propre profit, leur permettant de baigner dans la richesse. Leur oppression est fondée sur leur maîtrise d'un pouvoir redoutable, celui de manipuler l'électricité. En créant et en canalisant des courants électriques, les nobles peuvent augmenter leur vitesse, former des barrières défensives, et même réduire leurs adversaires en cendres. Ce pouvoir leur a été accordé par un dieu qui a confié aux nobles la protection de l'humanité contre les hordes de démons, qui déferlent des terres du sud pour dévorer leur peuple. Du moins, c'est ce que cette sale racaille arrogante veut leur faire croire. La vérité, c'est que n'importe qui peut obtenir ce pouvoir, à condition de prendre des soi-disant pilules de l'éveil. Ce sont des drogues secrètes concoctées par les nobles, qui confèrent à ceux qui les ingèrent la capacité de manipuler l'électricité. Ayant reçu cela dans le cadre de leur accord, Aldé s'est éveillé et faisait désormais partie du secret le mieux gardé de tout le pays. Enfin, il pourra quitter le cloaque qui leur servait de village et rejoindre les rangs des nobles. Quinn ricane, sachant qu'il finira probablement comme un laquais à faire le sale boulot. Ces paroles provoquent le chef,
qui le trouve bien bruyant pour quelqu'un sur le point de mourir. Il lance un autre éclair d'électricité. Mais le vétéran esquive parfaitement. Sachant qu'il ne contrôle probablement même pas encore son pouvoir, la victoire est possible, mais s'il le touche ne serait-ce qu'une fois, il sera littéralement grillé. Tout en réfléchissant à un moyen de battre son adversaire, il aperçoit une bobine de métal à proximité. C'est un rouleau de cuivre, excellent pour conduire l'électricité. Quinn s'empare de l'objet. Son plan est risqué et pourrait le tuer, mais il n'a qu'une seule chance de le faire fonctionner. L'ennemi devenait plus rapide et il devait trouver un moyen de garder ses distances. Pour une raison qu'Haldé ignore, le jeune homme déploie le fil de cuivre dans toute la pièce et attend le moment idéal. Cachant toujours son arme secrète, Quinn provoque le fier chef. Et se moque de ses nombreux échecs. Cela fonctionne sur l'homme stupidement arrogant, qui charge son poing de toute sa puissance et projette une énorme décharge d'électricité. Avec un timing parfait, le jeune homme lance la bobine en l'air, interceptant l'éclair et conduisant toute l'électricité. Son plan fonctionnait. Et le fil était parcouru par l'énergie. Haldé était stupéfait que son adversaire ait réduit la distance sans se faire toucher. À chaque esquive, il tissait sa toile de cuivre. Et chaque attaque de son adversaire la chargeait. C'était l'heure du coup final. Annonçant la fin du combat, Quinn enfonce son pied dans le ventre du chef. Le projetant en arrière, droit dans la toile de cuivre. L'électricité déferlante parcourt tout son corps, le cuisant de l'intérieur. Carbonisé et fumant. Haldé tombe au sol, incrédule. Et demande comment cet enfant a bien pu le vaincre. Il est surprenant qu'il soit encore en vie. Même pour une bestiole de sa taille, une électricité aussi puissante tuerait normalement tout ce qu'elle touche. Voyant le jeune homme saisir sa lame, l'infâme chef tente de négocier un marché. Il promet de le présenter au comte. Et même de faire de lui un noble. Quinn fusilla du regard cet homme qui avait le culot d'implorer sa pitié après toutes les horreurs qu'il avait infligées à Mehdi. Haldé était confus. Sachant qu'il n'avait rien fait à sa sœur. Une fois de plus, il se révèle être une lâche ordure. Que ce soit dans cette vie ou dans la précédente. Et même dans la suivante, chaque fois qu'ils se croisent, Quinn va le détruire sans pitié. Peu importe comment la vie de l'homme âgé se termine avec un couteau de boucher profondément enfoncé dans sa tête, cela étant réglé. Il était temps de sauver Anna qui s'était évanouie à cause de tout ce qui s'était passé, il la porte. Promettant de la ramener en toute sécurité à Gavin, avec la fille dans ses bras, il donne un coup de pied dans la porte de la pièce pour l'ouvrir. Et est accueilli par les aboiements des chiens qu'il avait enfermés plus tôt, cependant, un regard mortel de sa part suffit à faire taire les petits animaux. Les rendant silencieux, il s'éloigne et s'enfonce dans la froide nuit, de retour dans les bois, les autres s'inquiétaient pour le jeune homme qui avait soudainement disparu. Juste à ce moment-là, ils entendent un coup à la porte et quelqu'un l'ouvre, Gavin court pour voir son ami. Mais choqué de trouver sa sœur inconsciente dans ses bras, en demandant ce qui s'est passé, Quinn réitère que c'était Haldé, le chef rusé qui a conspiré avec le comte pour attaquer le village. Et prendre leur sœur, en entendant cela, il s'inquiète que son ami ait été suivi là-bas. Mais il les rassure qu'Haldé ne fera plus de mal à personne, puis s'adressant à tout le monde dans la pièce, il dit qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Il ne peut pas leur en dire plus, mais il sera absent pendant quelques jours et ils doivent rester là. Son père sourit chaleureusement en disant qu'il voulait soutenir le fils qui les avait tous sauvés. Après tout, la tyrannie de Ravel doit être arrêtée une bonne fois pour toutes, prenant fermement la main de son père, Quinn dit qu'il ne les décevra pas. Et promet de sauver leur peuple, assuré que sa famille était déjà fière de lui, le régressif se lança dans un voyage seul. Après un moment de marche. Il était presque à sa destination et n'avait qu'à aller un peu plus loin. Dans sa vie précédente, il avait fui le village après la mort de ses parents, fou de chagrin et avide de vengeance, il avait erré dans la campagne pendant des semaines. Et s'était retrouvé au sommet d'une montagne, il cherchait refuge sous un arbre quand cela s'est produit, un éclair aléatoire a frappé. Et l'a touché en plein cœur. Comme une véritable tige. La foudre frappe toujours cet arbre particulier, heureusement, une tempête était en route et ce serait le moment parfait pour lui de déclencher son éveil tout seul. Il n'y a rien de divin dans le pouvoir donné par Dieu aux nobles, chaque humain a le potentiel de manier l'électricité. Tant qu'ils sont capables de la débloquer, il existe une région dans le cerveau qui, lorsqu'elle est activée, accorde cette capacité. Pour débloquer cela facilement, les nobles ont développé des pilules d'éveil, garantissant ainsi un flux constant d'utilisateurs puissants.
de génération en génération. Cependant, ce n'était pas toujours le cas. Le premier à découvrir ce pouvoir a été frappé par la foudre, ce qui est une méthode plus efficace. Bien que ce soit plus dangereux. Cela accorde bien plus de pouvoir que les pilules, presque tous ceux qui essaient sont tués. C'est pourquoi les nobles ont étudié et fabriqué les pilules en premier lieu. Dans sa vie précédente, Queen avait été accidentellement frappé par la foudre et avait survécu. Et maintenant il va le faire à nouveau en attendant la tempête à venir. Le prochain éclair qu'elle libérera sera pour lui seul. Les nuages sombres se rapprochaient à chaque seconde et il vit enfin ce qu'il attendait, un éclat brillant de jaune. Lorsque le gigantesque éclair arriva comme prévu, le jeune homme éclata de rire. Sachant que son chemin vers la vengeance était tracé, cependant l'éclair ne frappe pas l'arbre mais l'endroit à quelques centimètres de celui-ci. Il a raté, sachant qu'il n'aurait pas de seconde chance. Queen se mit à courir après le nuage d'orage, qui se déplaçait maintenant au-dessus du gouffre. Déterminé, il sauta par-dessus la falaise espérant que la corde enroulée autour de sa taille ne se rompe pas. C'était comme s'il était mis à l'épreuve. Et les dieux voulaient voir jusqu'où il irait. Pour obtenir sa revanche, juste comme ça, son corps fut projeté au-dessus de la falaise. Heureusement, l'éclair frappa comme il l'avait espéré, le touchant juste dans le dos. Tandis qu'il tombait, en même temps une puissance afflua en lui faisant briller ses yeux. Pendant quelques instants l'électrocution le fit s'évanouir. Peu après, encore fumant, la corde qui le retenait en haut commença à bouger. Et une énorme explosion de puissance jaillit du fond. Ses mains s'accrochèrent au bord et Queen émergea. Débordant de pouvoir et du désir de faire payer ses ennemis, il a enfin retrouvé son pouvoir. Dans sa vie précédente, il lui avait fallu des années pour maîtriser l'électricité. Car éveiller son potentiel n'était que le début. Cela dit, les choses sont différentes cette fois et il a 20 longues années d'expérience. Pour faciliter la voie à suivre, il teste son pouvoir et brise un rocher. Pas encore fini, le jeune homme agite quelques doigts forçant les morceaux de pierre à se briser de l'intérieur. Au moins il sait que sa magie n'est pas du tout mauvaise. Maintenant il doit vérifier sa vitesse. Plantant ses pieds dans le sol, il les imprègne de charges électriques. Et se précipite en avant pour couvrir une distance massive en un instant. À ce rythme, il était satisfait et trouvait cela acceptable pour la dernière partie. Il se demande s'il peut invoquer son avatar. Queen grince des dents et rassemble tout son pouvoir souhaitant qu'il se matérialise. Cependant une piteuse volute d'énergie apparaît au-dessus de sa tête, faisant clairement comprendre qu'il lui manque encore le pouvoir. Pour cela, les avatars sont possédés par de véritables grands guerriers et servent de manifestation de l'âme du porteur. Une maîtrise immense des arts électriques est la seule chose qui rend l'invocation possible. Un seul noble avec un avatar peut décimer des régiments entiers et anéantir leurs ennemis. Heureusement, la zone dans laquelle il se trouve maintenant lui offre beaucoup d'espace pour s'entraîner et pratiquer. À sa grande surprise, une voix légère appela soudainement son nom. C'était Madé qui se cachait joyeusement derrière un arbre. Elle avait décidé de le suivre puisqu'il était si mystérieux à la maison. Cela dit, c'était son tour de poser des questions et de se demander quand il était devenu si fort. Apparemment pris au dépourvu, Queen décide de lui parler de l'avenir. Ils s'assirent pour la conversation. Et il affirme franchement venir du futur. N'y croyant pas, elle le gronde pour sa plaisanterie et le frappe en guise de punition. C'est une réaction naturelle à une déclaration aussi ridicule. Après tout, passant à autre chose, la jeune fille s'enthousiasme à l'idée qu'il soit devenu un éveillé. Puisque cela change tout. Il a maintenant une chance d'entrer à l'académie, de les protéger des nobles maléfiques et de gagner beaucoup d'argent. Queen interrompt sa petite sœur, avant qu'elle ne s'emballe trop. C'est vrai qu'il les protégera de sa vie, mais il lui demande de garder le secret pour l'instant, bien qu'il promette de mieux expliquer plus tard. Elle balaie ça d'un geste de la main et sourit. Et dit qu'elle lui fait déjà confiance de tout son cœur. Maddy demande alors si la cicatrice sur son visage est permanente, ce qui l'incite à regarder et à être agacé qu'elle soit apparue exactement au même endroit que la dernière fois. Le frère et la sœur passent une longue nuit à s'entraîner. Plus tard, alors que le soleil est haut dans le ciel, Queen se tient immobile, les yeux fermés et les mains jointes. Recevant son signal, Maddy lance une poignée de pierres depuis une branche d'arbre en hauteur. Utilisant les ondes électromagnétiques, il détecte les projectiles, avec des jambes chargées d'énergie. Il file à toute vitesse pour toutes les attraper en plein vol. Bien que ce soit terminé en un instant, il ne parvient à attraper que 14 des 15 pierres. Elle est impressionnée par la vitesse à laquelle il apprend. Et dit que c'est comme s'il l'avait utilisé toute sa vie. Cela dit, elle lui demande de l'aider à descendre de l'arbre, mais il refuse catégoriquement d'arrêter tant qu'il n'aura pas réussi à attraper les 15. Elle lance les pierres avec colère, se plaignant que cela fait 4 heures qu'ils ont commencé. Le jeune homme continue.
et libère plusieurs entailles d'énergie. Sa sœur veut en finir car il a touché les 15. Mais il augmente soudainement la cible de 1. Après la mort des parents de Gavin, il a maudit la force qu'il a renvoyée dans le temps, ayant l'impression qu'elle le punissait pour une raison quelconque. Cependant, la semaine qu'il a passée à s'entraîner avec sa sœur, aussi intense qu'elle ait été, a été une grande source de joie pour lui. Il la voit si heureuse et pleine de vie. Et à la fin des longues journées, il se dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée en 20 ans. Sa rencontre fatidique avec Silas allait se produire tôt ou tard. Pour l'instant, il doit s'occuper de la famille Ravel, ou les tyrans qui ont réduit son village en cendres, ont massacré ses parents sans pitié, et ont causé à sa sœur suffisamment de douleur pour qu'elle mette fin à ses jours dans sa vie antérieure. Il n'a jamais pu se venger d'eux. Au moment où il a maîtrisé ses pouvoirs, son rang élevé et sa noblesse ont rendu trop dangereux de s'attaquer à eux, surtout avec le plan plus vaste de renverser le régime. Maintenant qu'il y pense, il maudit ce misérable plan. Joignant ses mains, il matérialise une épée faite d'électricité pure et l'envoie voler à travers un arbre. Cette fois-ci, il ne s'embarrassera pas de subtilité. Dans la province et du royaume se trouvait le château Ravel. Là, un homme solitaire se déplaçait dans la nuit, sautant par-dessus ses murs, enveloppé de ténèbres et d'électricité. Il se faufile dans la zone. Le château lui-même est lourdement gardé par des soldats. Mais c'est une bonne chose que Quinn puisse se déplacer à la vitesse de l'éclair, ce qu'il ne remarque même pas. Il entend une voix près de la fenêtre, ordonnant à quelqu'un d'apporter la nourriture aux nobles. Le chef donne des ordres à ses cuisiniers. Ne voulant pas être tué pour avoir servi de la nourriture froide, le timing était parfait et maintenant l'intrus a juste besoin d'une distraction notable. En sautant encore un peu, il trouve une bande de gardes, ennuyés et à peine éveillés. Ils se plaignent d'avoir été arnaqués par Aldé qui leur aurait soi-disant promis des femmes. Un homme prend la parole pour rapporter que quelqu'un a tué leur contact. La nouvelle les stupéfait. Mais l'un d'eux a encore le culot de s'inquiéter pour les filles, ce sont les mêmes déchets qui avaient prévu de violer Maddie et Anna. Des monstres comme eux méritent d'être punis brutalement, se le promettant lui-même. Quinn coupe la tête de la statue sur laquelle il se trouvait et elle tombe pour écraser le garde inattentif en dessous. Bien que les autres hommes soient choqués, ils ne réalisent pas encore qu'il s'agissait d'une attaque d'un intrus et pensent que c'est un accident dû à un morceau lâche de l'ancien château. Ne se souciant pas de leurs camarades morts, ils sortent chercher un nettoyeur. Avec les soldats partis, Quinn est libre de voyager plus loin le long d'un chemin clair et non perturbé. Le château reste un labyrinthe de pièces et de tours. Donc il ne peut pas simplement avancer à l'aveuglette. Voulant une meilleure vue des choses, il se dirige vers le sommet d'une autre tour, la gravissant facilement avec ses pieds et ses pouvoirs seuls. S'accrochant à la tige tout en haut, il trouve avec succès les quartiers du comte et saute avec une destination. Son plan est de commencer par le haut et de descendre. En atteignant une porte gardée, il est facile de conclure que le comte est de l'autre côté. Cette fois l'homme misérable paiera pour ses péchés et ses crimes. Les soldats l'ont vu alors qu'il s'approchait de manière flagrante. Mais ils étaient trop lents et Quinn était déjà en train de passer à l'attaque, tenant leur casque en métal. Il fait passer de l'électricité à travers eux et les électrocute de la tête aux pieds, puisqu'ils n'auront plus besoin de leurs épées. Il en prend une pour lui et donne un coup de pied dans la porte, s'introduisant chez le comte et sa famille. Il fait irruption dans leur dîner. Disant qu'il est temps de payer le prix de ses méfaits, Ravel regarde sans se soucier l'invité non désiré tandis que Zivel boit et se vante d'avoir eu raison. Comme il l'a dit, l'homme qui a tué Aldé viendrait sûrement les chercher ensuite. Le comte était encore sceptique, ne croyant pas qu'un tel gamin ait pu tuer le chef du village. À moins qu'il n'ait volé les fausses pilules d'éveil noble, appelant le jeune homme, il lui demande condescendantement s'il se sent un peu plus puissant que d'habitude. Ces mots méprisants rappellent à Quinn la réalité. Les nobles n'agissaient que par mépris envers les roturiers. Et il n'y avait aucune exception pour eux. Il n'est pas plus menaçant qu'une mouche, mais il est temps de changer tout cela. Il avoue avoir tué Aldé, le traître qui les a aidés à planifier l'attaque de son village. Avec sa confirmation, Zévol demande les 100 pièces d'or qu'il a pariées avec son père, Ravelion, complètement indifférent à tout cela. Il supposait que le chef pathétique avait été tué à cause d'une querelle pitoyable, croyant que les sauvages du village s'entretueraient pour un morceau de viande. Juste à ce moment-là, une vague d'énergie a traversé le repas sur ses couverts. Le comte est interrogé. S'il sait ce qu'est le cochon à ventre bedonnant,
c'est le surnom que les nobles de la capitale lui ont donné dans la vie précédente de Queen. Il a passé beaucoup de temps parmi la haute noblesse. Et l'un de leurs passe-temps préférés était de se moquer des nobles provinciaux. Ravel n'était bien sûr pas une exception. N'étant plus nonchalant, le comte est insulté par ces mots impudents. Le comte et la comtesse Revel, également connus sous le nom de cochon à ventre bedonnant et sa truie laide. Ils sont tous des paysans pour quelqu'un de plus haut. Entraînés dans la vague d'insultes. La dame brise son calice de colère, elle tire une décharge électrique pour réduire l'intrus en cendres. Alors que la fumée se dissipait, ils virent le jeune homme debout là, complètement indemne. Ils demandent si c'est tout ce que la truie laide était capable de. Elle ne pouvait pas croire qu'il soit encore en vie. Mais plus qu'il l'est, elle est impatiente de découvrir s'il peut résister à une attaque à pleine puissance. Avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, sa propre fouet d'énergie rouge la frappe, la maigre attaque la déroute au début. Mais le corps de la femme se met soudainement à trembler et à secouer alors qu'elle perd le contrôle de son pouvoir, des manieurs maladroits comme elles ne peuvent pas canaliser le pouvoir en toute sécurité. Une marque habituelle d'un débutant non entraîné, Ravel s'inquiète et appelle sa femme. Cependant, tout ce qu'il faut, c'est une petite étincelle de Queen. Avec son déclencheur, le pouvoir instable en elle explose alors qu'elle est encore dans les airs, sa famille crie en la voyant être projetée. Et tombé sans vie sur le sol avec un bruit sourd, l'intrus console le comte promettant de le rejoindre bientôt. Ne voulant pas que cela se produise si facilement, Xavier bloque son attaque avec ses mains nues, permettant à son père de contourner l'attaquant. Le centre de la pièce explose sous leur pouvoir. Mais Queen parvient à reculer à temps avant que cela ne le touche. Il s'approche de celui qui a osé attaquer un noble. En punition de ses crimes. Ils s'assureront de l'éliminer et de passer à la destruction de son village ensuite. Souriant à leurs menaces, le jeune homme dit au cochon d'écouter et déclare que le loup est arrivé pour les traquer. Zévold se déplace en premier, désireux de venger sa mère morte, mais son attaque était si lente comparée à celle de Queen. C'était un jeu d'enfant d'éviter de telles attaques maigres et maladroites. Ils ont peut-être été éveillés, mais c'est tout grâce aux pilules. Et rien en comparaison de sa force chargée d'éclairs. Cela dit, faire face à deux en même temps rend les choses dangereuses. Car il doit garder à l'esprit l'autre, le comte attaque au moment où il esquive pour éviter les coups du soleil. Ravel force un passage pour user ainsi Zival à saisir l'occasion d'attaquer, prêt à en finir. Queen se tient entre leurs poings surchargés. Il libère son propre pouvoir. Et attrape chaque coup avec ses mains nues. Un coup de pied rapide dans le ventre met le comte hors d'état de nuire. Quant au soleil, il a terrorisé son village pendant bien trop longtemps. Les nobles pathétiques se disaient les guerriers choisis par Dieu. Maintenant, il est temps de laver tous leurs péchés. Tout en tenant la main de Zival, il pulvérise le jeune noble. Ravel cria en voyant un autre membre de sa famille être tué. Enragé, il rassembla toute l'énergie de son corps. Et la déchaîne sur le gamin qui terrorise son foyer. Cependant, il tombe au sol en le voyant se tenir là, indemne après avoir encaissé sa pleine force. Enfin, dans la peur, il se demande qui est cet homme. Queen se décrit comme un simple paysan, un nobody qui a souffert de leur cruauté toute sa vie. Ainsi, il a décidé que ça suffisait et qu'il était temps de mettre fin à leur tyrannie. Ravel réalise enfin qu'il a dû obtenir ses pouvoirs de la foudre elle-même. S'agenouillant désespérément, le comte l'accuse de lui avoir tout pris. Mais Queen remet les choses au clair et dit qu'il a simplement nettoyé une porcherie. On l'appelle un fou imprudent pour avoir défié les nobles. En tuant le comte, il signera son propre arrêt de mort et sera traqué par le reste. Le jeune homme le regarde attentivement. Le pendentif autour de son cou est un symbole de sa noblesse. Queen le lui arrache, ne voulant pas être effrayé par des bijoux bon marché. Ravel crie en disant qu'un paysan comme lui n'est même pas digne de le toucher. Une fois mort, les hauts nobles même traqueront l'assassin. On lui dit de ne pas en être si sûr. Queen fixe son reflet sur le pendentif, déclarant qu'il sera celui qui chassera cette fois-ci. Il serre fermement son épée. Et tranche le cou du comte. À l'intérieur du château, Ravel, Queen fouille avec un seul objectif en tête, obtenir de l'arcanite. Il est connu pour être le minerai le plus cher au monde, utilisé par les nobles pour créer leur blason. Cela leur permet d'amplifier leurs pouvoirs électriques. Cependant, compte tenu de son prix, seuls les nobles de la capitale en possèdent en grande quantité. Se rappelant que le comte Ravel se vantait d'en avoir sur ses terres. Il pense que l'homme a dû en entasser dans sa chambre personnelle. Avec cela en tête, il se précipite vers sa chambre et trouve une boîte au trésor.
Il l'ouvre en utilisant son pouvoir et est frustré de ne trouver qu'une petite portion du minerai. Il maudit le comte de l'avoir trompé, car il s'attendait à trouver suffisamment pour façonner une arme. Il a besoin de plus qu'un éclat pour ses plans. Avec les Ravel partis, les villageois n'ont plus rien à craindre. Et il faudra du temps aux nobles pour remplacer le comte. Avec le chaos qu'elle prévoit dans la capitale, ils auront des préoccupations bien plus pressantes que de gouverner une province lointaine. Ce qui signifie que sa famille sera en sécurité. Pendant qu'il est inscrit à l'académie, il sourit à cette pensée, heureux de pouvoir garder sa famille en sécurité. Il a hâte de leur dire qu'il a déjà éveillé ses pouvoirs et de voir l'expression sur leur visage. Il arbore un sourire sentimental, se rappelant que dans sa vie précédente, il était descendu de la montagne à moitié mort. Il arbore à nouveau un sourire sentimental se rappelant que dans sa vie précédente, il est descendu de la montagne à moitié mort. Ce jour-là il a pensé qu'il avait simplement été électrocuté, blessé et étourdi. Il a réussi à se traîner jusqu'au village avant de s'effondrer dans un état second et confus. Les villageois sont venus à son aide, inquiets de ce qui lui était arrivé. Il leur a assuré qu'il allait bien et qu'il était simplement épuisé. Mais soudainement il a créé sa toute première étincelle électrique. Le courant a parcouru son corps, envoyant des secousses de tension. Il était aussi choqué que les villageois. Quand ils ont vu l'étincelle au bout de ses doigts. Tout le village a célébré et l'a porté sur ses épaules en criant son nom. Ils étaient remplis de rire et de bonheur. Fous de joie que le garçon ait enfin éveillé son pouvoir pour les villageois. Il était la lueur d'espoir d'une vie meilleure, un noble qui allait plaider pour le bien du peuple. Grâce à lui, ils auraient enfin assez de ressources. Et ils seraient protégés contre les seigneurs locaux. À présent, maintenant que son pouvoir s'est de nouveau éveillé, il se demande comment ils vont réagir cette fois-ci. Cependant, une prise de conscience soudaine s'impose à lui. Sentant l'effroi l'envahir lentement, il regarde autour du village. Et découvre qu'il est complètement désert, dans un silence assourdissant. Il tremble de peur, pensant que son village a une fois de plus été attaqué par les ennemis. Il fonce comme un éclair vers sa maison. Complètement inquiet pour sa sœur et sa famille, il fait irruption dans sa maison comme un fou, le cœur battant la chamade de peur dans sa poitrine. À sa grande horreur, sa maison est vide, mais il ne trouve aucun signe de lutte. Commençant à devenir fou, il cherche frénétiquement tout le monde. Alors qu'il est sur le point de craquer, il entend un grand bruit suivi d'acclamations rugissantes. Il s'avère que les villageois lui ont préparé une surprise. Ils célèbrent tous le fait qu'il ait éveillé son pouvoir qui lui accordera la noblesse. Sa famille est très fière de lui, surtout sa sœur Maddy. Il lui lance un regard agacé car elle lui avait promis de ne parler à personne de son éveil. Elle lui fait un sourire timide et lui dit qu'elle n'en a parlé qu'à une ou deux personnes. Mais la nouvelle s'est accidentellement répandue à tout le monde. Les enfants s'attroupent autour de lui et le harcèlent au sujet de son pouvoir, posant des questions et demandant s'il peut se déplacer super vite. Comme un éclair. C'est comme s'il n'allait jamais être à court de questions. Lui demandant s'il peut sauter très haut, fendre une montagne en deux ou voler jusqu'au soleil et en revenir, super excité. Les enfants lui demandent de leur montrer ce qu'il sait faire. Le jeune homme soupire face à leur insistance innocente mais est timide à l'idée de montrer son pouvoir. Il continue de lui demander. Et même les adultes commencent à se joindre à eux, le suppliant de leur montrer ne serait-ce qu'une étincelle pour apaiser leur curiosité et leur impatience. Après un peu d'insistance, il finit par céder et décide de leur montrer quelques tours pour ne pas les accabler de son véritable pouvoir. Il active alors son électricité. Et ses doigts commencent à lancer des éclairs d'énergie. Il crée alors une image de cheval à partir des éclairs. Faisant halter les villageois et leur faisant ouvrir grand la bouche d'admiration. Ils scandent tous son nom, le louant et lui disant à quel point il est incroyable. À leurs yeux, il est leur espoir et leur rêve maintenant. C'est alors qu'une présence mystérieuse fait son apparition dans leur village. Ils cherchent Queen, qui est la seule personne éveillée dans le domaine de leur village. L'homme se tient avec beaucoup de dignité, une peau de loup lui couvrant la tête. Et son corps couvert de cicatrices de guerre. Queen est surpris de voir l'homme appelé Reshak, qui est le chef des loups d'argent. L'homme a entendu des rumeurs selon lesquelles Aldé était mort. Qui était autrefois un loup argenté avec une aura intimidante et une voix tonitruante, il déclare que c'est sa responsabilité. De défendre l'honneur de leur bande de mercenaires en prenant la tête de celui qui l'a tué, il regarde alors Queen avec insistance et confirme que le garçon était celui qui a éliminé Aldé.
Queen ne nie pas le fait et déclare qu'Aldé méritait son sort et d'être tué. Le vieil homme est d'accord avec lui et confirme qu'Aldé n'est pas une bonne personne. Et n'est qu'un individu odieux, il reconnaît que le garçon a raison de tuer le vil chef de village, mais le code des mercenaires est sacré. Et il doit s'y conformer et il doit venger son camarade. Pour prouver son point, il tranche immédiatement son épée vers le garçon. Queen faillit être blessé et parvient à éviter l'attaque à la dernière minute. Il est alors choqué de voir que l'épée de Reshach est ornée d'un arcanite brillant, la gemme sur la garde. Et ce qui donne à l'épée une puissance supplémentaire, le vieil homme sourit en voyant sa réaction face à l'épée. Reshach se vante à ce sujet. Notant que son épée est une lame extraordinaire, il frappe la gemme de son poing dur. Et défie le garçon en duel à mort. Inquiet pour son ami, Gavin saisit une fourche et intervient. Exprimant qu'il aidera son ami à fuir pour sa sécurité, cependant, Queen est confiant qu'il peut se battre contre le vieil homme jusqu'à la mort. Après tout, il peut manier le pouvoir de l'électricité. Et a un avantage clair sur le chef des loups argentés. Il saisit alors la fourche, prévoyant de l'utiliser contre son adversaire. Voyant sa détermination à se battre, Gavin le traite de fou pour se jeter dans la tanière du loup. Il assure à son ami qu'il peut gérer le combat. Et de plus, il peut utiliser cette opportunité pour mesurer la puissance d'une épée arcanine. Il sourit avec confiance et accepte le défi de Reshach, ne voulant pas mettre en danger les villageois. Il dit au vieil homme qu'il devrait amener leur combat en dehors du village. Cependant, le vieil homme déclare que cela n'aura pas d'importance. Puisque leur combat sera terminé en un clin d'œil, le vieil homme balance son épée vers lui. Et il bloque immédiatement l'attaque avec sa propre arme. Frustré de ne pas pouvoir utiliser son pouvoir puisqu'ils sont au milieu des villageois, il ne peut pas risquer de les blesser. Et donc il ne peut s'engager que dans un combat à l'épée pour les protéger et prendre l'avantage. Il leur dit de reculer, puis il charge vers son adversaire. Pour réduire la distance, sentant son hésitation, Reshach peut dire qu'il s'inquiète pour ses amis. D'être électrocuté, il serre son arme, le vieil homme sait clairement ce qu'il fait. Et en fonction de sa réaction. Cela montre qu'il a combattu des nobles auparavant, ils chargent l'un vers l'autre, même s'il ne peut pas utiliser son pouvoir d'électricité. À sa guise, il peut sûrement imprégner les dents de la fourche avec des éclairs d'électricité. Pour parer les attaques de Reshach, leurs armes s'entrechoquent et le vieil homme est impressionné de voir qu'il parvient à le suivre. Il balance à nouveau son arme vers le vieil homme. Et essaie de lire ses mouvements, il fait un autre mouvement et bondit vers l'homme. Après avoir réduit la distance. Il lance sa fourchette chargée d'électricité dans la direction de son adversaire. Reshach n'est pas déconcerté par son action, cependant il n'a pas encore terminé et cache encore un tour dans sa manche. Comme il ne peut pas utiliser sa vitesse de foudre avec les villageois autour, il utilise la fourchette pour contrôler sa vitesse et crée une autre attaque vers Reshach. Le choquant avec son mouvement imprévisible. Voyant une opportunité d'avoir l'avantage. Il attaque son dos, car c'est la partie vulnérable. Il se précipite vers l'homme, son arme chargée d'éclairs d'électricité. Cependant, à sa grande surprise, son attaque rebondit et ne déstabilise même pas le vieil homme. Reshach reconnaît que son adversaire est rusé et capable. Mais lui aussi a quelques tours qu'il cache dans ses manches. Il retire alors le manteau de fourrure qui couvre son corps et Queen est stupéfait de voir qu'en dessous se trouve une armure en arcanite. Protégeant l'homme de toute attaque, voyant sa réaction choquée, Reshach se présente à nouveau en lui mentionnant qu'il est également connu sous le nom de Noble Slayer, déterminé à lui montrer le véritable pouvoir de l'arcanine. Il frappe alors à nouveau son poing contre le joyau, révélant qu'avec un peu de stimulation, l'électricité stockée dans l'arcanite est libérée. Il frappe donc son poing sur son épée une fois de plus et fait de même pour son bouclier. Les activant, il comprend que le garçon est choqué qu'il ait une arme et une armure que seuls les nobles pourraient obtenir. Il révèle qu'il les a tous volés au comte Ravel. Et qu'une fois qu'il aura terminé avec le garçon, il finira Ravel ensuite, débordant de pouvoir. Il jure de rendre cela rapide pour Queen afin de mettre fin à sa vie par la torture. Le garçon sera le numéro 6 sur sa liste des morts. Lightning Freak, les deux s'affrontent à nouveau et au lieu de se concentrer sur le combat, il s'inquiète pour la sécurité de tous. À cause de cela, il est contraint et ne peut pas utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs sans craindre de mettre tout le monde en danger. Il réfléchit intensément à un meilleur moyen de combattre le vieil homme et cherche un moyen de retourner son propre pouvoir contre lui. Queen serre les dents. Agacé de ne pas avoir de prise sur les arcanites, le minerai est considéré comme le plus précieux au monde. Très recherché pour sa capacité unique à stocker et catalyser l'électricité avec une efficacité remarquable.
Les nobles le convoitent souvent, l'utilisant pour forger des armes améliorant l'électricité, qui amplifient considérablement leur capacité de combat. Normalement ceux qui n'ont pas le don de l'électricité évitent de l'utiliser entièrement, car le minerai est extrêmement volatile et notoirement difficile à contrôler. Si la capacité de l'arcanite est dépassée, elle peut surcharger et exploser avec une force dévastatrice. Quiconque n'étant pas habile à le manipuler ou incapable de canaliser correctement son électricité risque sa propre vie simplement en le possédant. Dans le cas de Reshach, son arcanite contient probablement seulement une faible charge électrique, le vieil homme loue sa capacité, ajoutant qu'il dure plus longtemps que le vassal du comte qu'il a tué plus tôt. Avec cela, il se lance à nouveau dans la direction de son adversaire. Reshach demande s'il a entendu parler du baron de Lial et mentionne qu'il a tué l'homme. Après avoir anéanti toute sa famille, il esquive à nouveau l'attaque du vieil homme tout en réfléchissant à un moyen de surcharger son arcanite. Il écoute. Alors que son adversaire partage son ressentiment apparent contre les nobles voulant les effacer de la surface de la terre, il continue d'éviter ces attaques continues pleines de mépris et de dégoût. Reshach considère son éveil en tant que noble comme un signe pour mettre fin à sa vie également. Il n'y aura aucune exception à sa haine, son but étant d'éliminer chaque noble pour exécuter son plan de vengeance de toute une vie. Le vieil homme balance son épée avec une grande puissance, voulant fendre son adversaire en deux. Quinn voit une ouverture où son attaque pourrait porter, mais il doit tout donner pour gagner le combat. Reshach éclate de rire sous l'effet du frisson. Il est impressionné par son adversaire et la belle résistance qu'il lui a opposée. Il a tenu bien plus longtemps que le lâche baron qu'il a combattu et tué. Cependant, cela ne durera pas, car il prévoit d'en finir avec le garçon maintenant avec cette déclaration. Il active l'électricité de sa lame ornée d'arcanite et la balance dans sa direction. Quinn bloque son attaque et tente de l'empêcher de le toucher à main nue. L'homme rit de l'absurdité de son geste, car il aurait dû se contenter d'esquiver. Quinn maintient ses mains sur la lame de son adversaire. L'interceptant pour qu'elle ne le blesse pas, il annonce alors calmement à son adversaire que le combat est terminé. Brûlant de détermination, l'ennemi en face de lui est peut-être plus fort que lui, mais il est plus habile. Et il n'est pas encore à court de ruse, il révèle alors qu'il vient de transférer la totalité de sa puissance dans la lame du vieil homme, comme à un signal. L'épée d'arcanite s'illumine sous son contact et Reshach hurle de douleur. Une explosion dévastatrice s'ensuit, blessant le vieil homme sur le cou. Reshach est électrocuté par une quantité inexplicable d'éclairs qui parcourent son corps. Il laisse tomber son épée au sol et perd connaissance en plein combat, tout en regardant l'état actuel de son ennemi. Quinn pensa que la charge qu'il avait transférée à l'épée d'arcanite était trop puissante pour que Reshach puisse l'encaisser. Vu que cela semble l'avoir mis dans un sale état, il soupire en pensant qu'il faudrait des années d'entraînement pour apprendre à son corps à supporter une quantité d'électricité aussi démentielle. En le voyant gagner le combat, sa famille et les villageois se précipitent à ses côtés pour prendre de ses nouvelles. Il les rassure en leur disant qu'il va bien et Reshach reconnaît sa défaite. Et demande au jeune homme comment il a pu le vaincre. Quinn déclare qu'il a simplement utilisé la puissance de la propre arme de Reshach contre lui. Le vieil homme est surpris par cette astuce. Mais il accepte son destin, ajoutant qu'il est au moins reconnaissant que ce soit un noble comme Quinn qu'il est vaincu, acceptant son sort. Il dit au garçon de l'achever une bonne fois pour toutes, abandonnant ainsi sa vie. Quinn refuse de mettre fin à ses jours. À sa grande frustration, il ne peut accepter que le garçon lui refuse une mort honorable. Insistant sur le fait qu'il veut respecter le code des mercenaires jusqu'à la fin, Quinn explique qu'il n'est pas un mercenaire et qu'on ne peut pas l'obliger à suivre le code des mercenaires en souriant. Il ajoute qu'il ne suit que le code des protecteurs, et selon celui-ci, une fois qu'un adversaire est vaincu, il devient le vassal du vainqueur. Voyant le regard surpris et confus sur le visage de l'homme, Quinn précise qu'il veut que Reshach, lui qui est salué comme le tueur de nobles et le chef des loups d'argent, le serve après sa défaite. Le vieil homme est abasourdi par sa déclaration, mais Quinn lui fait comprendre que ce sera bénéfique pour eux deux. Puisqu'ils partagent le même désir avec du feu dans les yeux, il révèle qu'il vise lui aussi à mettre fin aux nobles. Puisque Reshach est un épéiste talentueux, il peut faire de lui le protecteur de son village. Il nomme les loups argentés comme protecteurs de sa famille et de ses amis pendant qu'il se rend à la capitale. Et prépare l'envoi des nobles en enfer. Reshach prend un moment pour traiter ce qu'il vient d'entendre, mais finit par céder. Il jure que tant qu'il respirera, il gardera le village en sécurité contre ceux qui essaieront de blesser tous ceux qui lui sont chers. Après avoir entendu son approbation, il dit au vieil homme de rendre son épée puisqu'il a besoin de l'arcanite pour se donner un coup de pouce.
Après avoir pris la lame, il utilise l'arcanite pour forger une nouvelle épée. Alors qu'il forme la nouvelle lame, il l'infuse de propriétés magiques améliorées, s'assurant qu'elle possède une forte magie électrique. Après avoir utilisé ses compétences de forgeron, il finit par créer une nouvelle épée courbée. Dans le futur, la noblesse passera à l'utilisation de ce type d'arme qui s'est révélé bien meilleur qu'une épée normale. Il utilisera cette connaissance comme un levier contre ses ennemis après toutes ses préparations. Il enveloppe son épée et la fixe dans son dos, confiant la sécurité de son village à Rishek. Il dit au revoir à tout le monde. Alors qu'il commence son voyage vers la capitale, promettant de revenir dès qu'il le pourra. Maintenant, il devra faire face à la réalité et au destin qui l'attendent dans sa vie précédente. Il s'inscrira à l'académie après avoir quitté sa ville natale et mettre ses plans en place. Il devra le faire à nouveau. Seulement cette fois, il a déjà le levier d'avoir maîtrisé ses pouvoirs. Il doit se préparer. Puisque c'est l'endroit où il rencontrera ses camarades et l'homme qu'il pensait être un frère pour lui mais qui le trahira plus tard. Silas, par une journée ensoleillée, un navire glisse sur la mer. À l'intérieur, c'est Quinn qui attend avec impatience d'arriver bientôt à Lutèce. Il sourit en pensant qu'une fois le navire amarré au port, il se présentera aux autorités. C'est un préalable que les nobles nouvellement éveillés doivent se déclarer pour pouvoir s'inscrire à l'académie. Là, différents nobles de différents milieux auront la chance de s'inscrire à l'académie la plus prestigieuse. Pour les nouvellement éveillés, ils ne réaliseront presque jamais que leur pouvoir n'est pas un don divin, mais simplement un coup de chance. Ils ont tous été frappés par la foudre, dont certains ne se souviendront même pas à cause du traumatisme que cela a causé. Ils se sont éveillés en pensant qu'ils avaient été choisis par la divinité. De retour sur le navire, un membre de l'équipage annonce que le dîner est prêt. Quinn envisage d'utiliser son temps en mer pour pratiquer ses compétences en escrime et se détendre avant de s'inscrire à l'académie et redevenir élève. Juste à ce moment-là, une femme en manteau commence à avoir le mal de mer et le heurte. Il propose de l'aider mais est choqué de voir que c'est sa sœur après tout. Maddie enlève son manteau et déclare qu'elle le rejoindra à la capitale. Il rejette immédiatement son idée et lui dit qu'elle doit prendre le prochain navire en direction de leur village, pensant à quel point sa décision de le rejoindre est risquée, voyant à quel point son frère peut être inquiet. Elle lui assure qu'elle ne fera rien de téméraire, elle a décidé et ne s'assoit pas pour pourrir dans le village. Le visage de Quinn devient sérieux, notant que son insistance à venir avec lui est folle. Cela va être dangereux pour elle. Et il ne lui imposera rien qui puisse lui faire du mal, elle ne recule pas. En fait, elle interroge même son frère sur la raison pour laquelle, en l'espace d'une journée, son épée a énormément progressé. Et non seulement cela, il manie aussi l'électricité comme s'il le faisait depuis des années. Le changement dans son pouvoir l'a grandement rendu égoïste. Et sa sœur consent qu'il cache quelque chose, il soupire et lui raconte encore son histoire de « je viens du futur », exaspéré par ses mensonges inventés. Elle l'interrompt, agacée qu'il traite leur situation comme une blague. Elle se dit que lorsqu'il est tombé de son cheval et a atterri sur la tête, cela a perturbé sa mémoire. Cela explique aussi le changement dans sa personnalité et tous ses discours incohérents. Quinn mentionne que leurs parents ne lui permettraient jamais de le rejoindre dans son voyage en ville. Elle contre-attaque en lui montrant la lettre que leur mère a écrite disant qu'elle a permis à Maddie de le rejoindre. En échange, il doit veiller sur elle, pendant qu'elle réalise son rêve de voir et de vivre dans la capitale. En résumé, il doit s'occuper d'elle pendant qu'elle est sous sa responsabilité, n'ayant pas d'autre choix. Il se contente d'écouter les paroles de leur mère et suit sa sœur qui est maintenant excitée pour le dîner dans la salle à manger du navire. Quinn observe avec tendresse sa sœur. Maddie est le genre de personne qui a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie. Dans cette version de sa vie, il l'a protégée de la tragédie et l'a sauvée d'Aldé. Il se promet de la protéger de tout danger maintenant qu'ils vont explorer la capitale ensemble. Juste à ce moment-là, un groupe de chevaliers entre dans le navire en annonçant qu'ils sont à la recherche d'un tueur de nobles, révélant que le comte Ravel a été assassiné. Ils récompenseront 10 pièces d'or à quiconque fournira des informations. Maddie est choquée et nerveuse par ce tournant des événements, sachant que son frère est impliqué dans cette affaire. Un chevalier s'approche d'eux et demande la raison de leur voyage vers la capitale, doutant qu'ils soient en fuite. Quinn nie cela catégoriquement et invente une excuse, disant qu'ils sont un couple marié en lune de miel, ce qui fait pousser un cri de surprise à Maddie. Le chevalier devient suspicieux car il semble nerveux et note que le comte a été tué par un homme maniant l'électricité. Alors qu'il s'apprête à demander s'il vient de se réveiller, le navire s'arrête soudainement.
suivi d'un impact fort et brutal faisant tomber quelques tonneaux à l'intérieur du navire, il se retrouve dans un dilemme. Après un rugissement, un rorqual apparaît et entre en collision avec le navire, l'équipage prépare frénétiquement le harpon pour renvoyer le monstre, Queen les avertit de sa queue. Comme sur commande, le rorqual agite sa queue vers l'homme, détruisant facilement le harpon. Les chevaliers commencent également à paniquer, ne sachant pas comment gérer le problème, Queen réalise que la créature est agressive après qu'ils aient pénétré dans son territoire. Normalement, un éclair électrique suffirait à l'effrayer, cependant, il doit faire attention à utiliser ses pouvoirs autour des soldats, surtout depuis qu'ils sont suspicieux à son égard. S'il découvre qu'il vient de se réveiller, il sera leur principal suspect, avec cela, il doit compter uniquement sur ses compétences de combat et ses réflexes. Il attrape alors une corde et glisse à travers le navire, il dégaine son épée, pensant à la chasser d'un seul coup, sautant sur la cible, il balance son épée, lui infligeant une entaille avec son épée. Il est surpris que sa peau soit aussi dure que la roche, il rebondit à cause de l'impact, Madé se précipite immédiatement à ses côtés et vérifie s'il va bien, voyant que cela semble désespéré. Les chevaliers volent le seul canot de sauvetage. Et s'en servent même une fois qu'un rorqual a décidé d'un ennemi. Il n'arrêtera pas d'attaquer tant qu'il n'aura pas détruit la bête aquatique qui heurte son énorme corps écailleux contre le navire voulant le fendre en deux. Si cela continue, le navire sera réduit en épave en un rien de temps comme il n'a pas d'autre choix, Queen plonge dans l'eau. Où personne ne peut le voir utilisant ses pouvoirs, il attend alors que le rorqual se rapproche, il serre son épée. Et anticipe l'arrivée de la bête sur son chemin, il produit des éclairs dans sa main et électrocute la bête aquatique avec, la faisant fuir. Il refait surface hors de l'eau pensant que le rorqual déversera sa colère sur une autre victime. Car il est orgueilleux, pendant ce temps, les trois chevaliers rament frénétiquement loin du navire. À leur horreur absolue, la bête aquatique apparaît près de leur bateau, semblant plus en colère qu'auparavant, puis elle déverse sa frustration sur eux, détruisant le bateau d'un seul coup. Pendant ce temps, de retour sur le navire, Matty lance une corde à son frère pour l'aider à remonter sur le pont. En atterrissant sur le pont, il est soulagé que le navire soit toujours en un seul morceau. Matty l'étreint soudainement, reconnaissante que son frère soit en sécurité, l'équipage célèbre également, lui étant reconnaissant de leur avoir sauvé la vie. Il le lance en l'air en l'acclamant alors qu'ils y vont, plus tard, Queen se sent léthargique. Après avoir été lancé en l'air tant de fois il y a un moment, le capitaine du navire déclare qu'ils sont sur le point d'accoster à Lutetia dans quelques heures. Pendant ce temps, Queen se réjouit de rencontrer les nobles de la région. Et pense à ses retrouvailles avec Silas. Queen a l'air paisible et profondément endormi sur le pont, cependant, son rêve est loin d'être paisible alors qu'il rêve de son passé avec Silas. S'appelant frère et faisant des promesses que rien ne les séparera jamais. Jusqu'à ce que son meilleur ami le trahisse et ne l'utilise que pour faire avancer ses plans, Queen se réveille de son cauchemar, il est trempé de sueur et secoué par de mauvais souvenirs. Plus tard, ils arrivent enfin à la capitale du royaume de Gallia. Madé est émerveillée par la hauteur des bâtiments, elle ne peut s'empêcher d'admirer le spectacle offert par la ville. Pendant ce temps, comme il y avait vécu dans sa vie précédente. Queen n'est pas aussi impressionné que sa sœur et essaie simplement de se souvenir à quoi cela ressemblait, il débarque du navire. Et Maddy ne peut contenir son excitation en marchant dans la ville pour la première fois de sa vie, ils arrivent à l'hôtel où ils vont séjourner. Et Queen demande à sa sœur de réserver une chambre pour une nuit, il part en premier. Car il doit signaler sa présence aux autorités locales. En tant que nouvellement réveillé pour s'inscrire à l'académie, il s'apprête à partir lorsque Mehdi lui rappelle le paiement qu'il doit faire à l'hôtel, il lui donne les pièces d'or que les gardes ont laissées sur le navire. Car il semble qu'ils n'en auront plus besoin. Mehdi pousse un cri de joie en déclarant qu'ils sont riches maintenant et qu'ils pourraient acheter toute une rue s'ils le souhaitent. Queen se souvient tranquillement que les prix à Lutetia sont élevés. Et que les pièces d'or qu'ils ont ne couvriront à peine que quelques nuits. Il part pour signaler aux autorités et rappelle à sa sœur de ne pas causer de problème. Pendant qu'il est absent. Elle lui sourit en lui assurant qu'elle ne dépensera leur argent que pour des choses essentielles. Queen secoue simplement la tête. Sachant que cela ne serait pas tout à fait vrai, le choisi est ce qu'ils appellent ceux qui ont été acceptés à l'académie. Cependant, y entrer n'est pas si facile. Chaque jour des hordes de personnes se présentent là-bas prétendant qu'elles se sont éveillées. Le garde appelle le suivant dans la file et demande à l'homme de démontrer son pouvoir. Nerveux, l'homme essaie de se concentrer et de se focaliser pour montrer son pouvoir. Il jure que lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, il se sentait étrangement de bonne humeur puis il produit une décharge d'éclairs dans ses mains. Cependant,
les gardes apparaissent soudainement et révèlent qu'ils savent qu'il triche. Il retrousse sa manche et trouve le dispositif avec une gemme arcanine qu'il utilise pour produire des éclairs. Les gardes le frappent en punition pour sa tricherie. Malheureusement pour le gars, il n'a pas réussi à duper les gardes. Si l'on réussit le test, on peut demander une récompense en argent. Et cette règle attire les escrocs. Après avoir réussi l'examen et pris l'argent de la récompense, les criminels retournent généralement dans leur trou et se cachent pour toujours. Le garde appelle la prochaine personne dans la file qui est Queen. L'homme l'avertit de ne pas les tromper pour son propre bien sans perdre de temps. Queen affiche son pouvoir et invoque un crâne avec ses éclairs. Le garde est stupéfait par son pouvoir, déclarant qu'il est vraiment un choisi. Il lui indique de continuer dans le couloir pour finaliser son admission à l'académie. Il transmet ses coordonnées au garde et pense que c'est plus facile qu'il ne le pensait et qu'ils ne lui ont même pas demandé comment il avait obtenu ses pouvoirs. Il traverse le couloir qui lui est si familier. Il regarde à l'autre bout et là il voit quelqu'un qu'il déteste tant qu'il perd son souffle et peine à respirer. Silas prend son formulaire et lit son nom à voix haute comme s'il l'apprenait par cœur. Il lui tend le formulaire avec un sourire et dit qu'il est nouveau aussi. Il ne peut s'empêcher de bouillir de rage puisque son meilleur ami traître est devant lui. Il se rappelle comment il a perdu sa vie à cause de lui. Et envisage de le tuer sur le champ. Il serre sa main essayant de se contenir. Sentant la tension, Silas demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Queen dit non, alors Silas suppose qu'il est juste fatigué à cause de son éveil. Et suggère qu'il prenne un repos. Il prend alors congé et lui souhaite le meilleur. Cependant, le voir si détendu et souriant le déclenche encore plus et cela lui fait perdre tout contrôle. Il libère les éclairs de son corps et saisit son épée, se précipitant vers Silas. Furieux, il balance son épée vers l'homme avec toute sa force. Juste à temps, Silas parvient à dégainer son épée. Et à bloquer son attaque. Soudainement, quelqu'un se met entre eux et les sépare. Le vieil homme les félicite d'être impressionnants, déclarant qu'il est bon qu'ils soient désireux de tester leur nouveau pouvoir. Le vieil homme nommé Tavio, un professeur, se tient si fier en notant que le son des épées s'entrechoquant lira les hommes plus rapidement. Il se présente et déclare qu'il se spécialise dans l'art du combat. Il leur assure qu'ils auront amplement le temps de s'entraîner pendant les cours, donc ils doivent d'abord ralentir. Queen reconnaît l'homme qui est connu pour être le guerrier le plus puissant de la capitale. Il est la figure clé de la libération de l'ordre, qui était le groupe qui le tuera 20 ans plus tard. Silas sourit et s'excuse auprès du professeur. Il fait remarquer qu'ils viennent juste d'éveiller leur pouvoir. Donc les garder sous contrôle n'est pas facile. Il tend donc la main vers Queen. Et s'excuse s'il l'a offensé d'une manière ou d'une autre, attendant avec impatience de croiser le fer avec lui à l'avenir. Queen accepte sa main en pensant qu'il est déjà beaucoup plus puissant qu'il ne l'avait prévu. Cependant, cela ne l'empêchera pas de tuer le traître. Avant cela, il se dit qu'il doit se contenir. Sinon sa vie se terminera comme la première fois, de plus. Silas lui doit des réponses sur les raisons pour lesquelles il l'a trahi. Pendant ce temps, un homme d'une autre pièce observe les deux nouveaux étudiants, pensant qu'il y a un grand potentiel en eux et qu'ils doivent donc tester leur loyauté immédiatement. Cependant, il n'est pas sûr qu'ils puissent survivre à ce qui leur arrive. Premier jour de classe, les étudiants sont occupés à bavarder et à se faire des amis. Pendant ce temps, Queen marche dans le couloir, repensant à la façon dont il a entraîné son corps pour des études intenses. Bien que sa force ne soit rien comparée à ce qu'elle était autrefois, il est encore de loin plus fort que n'importe quel nouvel éveillé. Il doit garder son pouvoir caché pour éviter l'attention indésirable. Personne ne peut savoir à quel point il est puissant dans le cours d'arts martiaux. Le professeur Tavio se présente comme leur nouvel instructeur. Il discute avec sa classe qu'il doit vérifier leurs compétences en combat et note que certains d'entre eux sont déjà des combattants aguerris. L'un des étudiants se porte immédiatement volontaire pour commencer l'entraînement. Il se souvient comment l'un des étudiants est mort pendant l'entraînement, submergé par une forte décharge d'électricité qui a parcouru son corps. La foudre n'épargne personne et elle frappe les enfants, les adultes, même les personnes âgées chaque année. Des dizaines de nouveaux éveillés s'inscrivent à l'académie pour maîtriser véritablement le pouvoir qu'ils ont acquis après avoir expliqué les règles. Tavio déclare que la leçon va maintenant commencer. Il pointe ensuite Queen et demande son nom. Le garçon se présente et déclare qu'il vient de la province orientale. Le professeur lui sourit, se rappelant qu'il était celui qui, plus tôt, était si désireux de tester sa force. Il aime l'esprit combatif du garçon. Donc il sait qu'il est le bon partenaire à choisir pour le pari. Il appelle ensuite son partenaire Hirouin de sac. L'homme se tient fier et menaçant. Des milliers d'éclairs presque palpables dans l'air avec sa présence.
Il est l'aîné parmi les 10 sacs et ils sont les descendants des premiers tyrans éveillés qui ont régné sur la terre dans l'ombre. Ce sont les hommes qui l'ont tué et il les déteste de toutes ses forces et avec son pouvoir maintenant, il n'a aucune chance contre Erwin. Il doit donc rester calme et éviter les risques imprudents. Il admet au professeur qu'il peut être impulsif parfois. Et lui dit qu'il perdra un combat contre Erwin, ce qui fait rire le professeur en notant qu'il est devenu raisonnable maintenant qu'il est confronté à un adversaire redoutable. Tavio demande alors à Erwin si l'un des nouveaux venus attire son attention et le prince répond qu'aucun d'eux n'a réussi à éveiller son intérêt. Il secoue la tête, affirmant que la promotion de cette année est pitoyablement faible et que l'un d'eux est si vieux qu'il ressemble à un fossile. Il pointe alors le gars et ordonne aux gardes d'amener le vieil homme à lui. L'homme est traîné en avant. Queen est choqué par ce retournement de situation. En évitant le combat, il a mis le vieil homme sous le chariot et sûrement Erwin va l'écraser. Tavio rit de la situation. Se moquant clairement du vieil homme, il déclare qu'à son signal, ils doivent déchaîner leur foudre sur leur ennemi. Il leur rappelle de ne pas handicaper leur adversaire mais leur dit aussi de ne pas se retenir. Queen serre le poing notant que la plupart des récemment éveillés ne peuvent même pas concentrer l'électricité suffisamment pour tuer. Cependant, pour les lignées nobles, c'est une toute autre histoire, leurs pouvoirs s'épanouissent tôt et à l'âge adulte, ils sont déjà de féroces guerriers face à son adversaire. Erwin dit à l'homme de se préparer, notant que les faibles ne durent pas longtemps à l'académie. Sachant que le vieil homme va sûrement mourir, Queen ne peut pas juste rester là à regarder. Disant qu'il devrait faire quelque chose, agissant imprudemment, il se jette dans le combat et essaie de l'arrêter en contrant l'attaque d'Erwin. Le prince sourit, ravi de son mouvement inattendu. Tavio applaudit, impressionné que l'étudiant soit assez courageux pour s'insérer dans le duel, bien qu'il soit brave. Ils n'ont toujours pas réussi à répondre à l'attaque d'Erwin avec la leur, même si Erwin n'a utilisé qu'une fraction de son pouvoir. Avec cela, Queen ne peut rejoindre que le groupe D. S'il travaille dur, alors il pourrait être promu. Cela n'aide pas Queen puisque le groupe D est le plus faible des éveillés. Au lieu d'être déprimé, il est plutôt heureux de ne pas être dérangé par le Dessac ni ses acolytes. Juste à ce moment-là, un camarade de classe d'Erwin intervient, en colère d'avoir été insulté par Queen qui interrompt son duel. Il suggère qu'il punisse Queen pour avoir interrompu son duel. Erwin sourit, disant qu'une mouche ne peut pas insulter l'honneur d'un homme et qu'un lion comme lui ne se soucie pas des affaires des insectes. Le lendemain, dans la salle de banquet de l'académie, alors qu'il apporte sa nourriture à la table, il remarque que le vieil homme est assis seul et que personne ne veut s'asseoir avec lui. Il est rejeté à cause de ce qui s'est passé dans le duel. Dans sa vie passée, lui aussi était obsédé par le pouvoir. Il a rencontré Silas et ensemble ils ont vécu et respiré pour gagner une place dans le groupe Alpha. Ensemble ils étaient imparables. Puisque le groupe a été réservé aux descendants nobles dès la naissance, ils s'entraînaient brutalement jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à intégrer le groupe A, ce qui leur a donné un ticket pour l'élite noble. Et leur premier pas vers sa destruction de l'intérieur. Cette fois, il gardera ses distances avec les élites et deviendra juste un paria. Il est assis en face du vieux et le salue en se présentant. Il demande le nom de l'homme car il ne l'a pas entendu plus tôt. Le vieux s'excuse auprès de lui et mentionne qu'il a fait un vœu de silence, mais puisque Queen lui a sauvé la vie, il va le briser pour lui. Il dit ensuite à Queen que son nom est Shine et qu'il va maintenant retourner à son vœu. Queen le trouve étrange. Mais avoir un vieil ami à l'académie qui est muet pourrait être la meilleure chose qu'il aurait pu espérer. Il peut facilement se fondre dans le décor et personne ne le remarquera alors qu'il exécute son plan. Il prévoit de rassembler autant d'informations que possible sur le Dessac et leurs alliés. Et le fait d'être un paria garantit que personne ne l'embêtera pendant qu'il collecte leurs informations. Pendant ce temps, en arrière-plan, quelqu'un de la cafétéria se promène pour offrir des secondes aux étudiants. La femme propose des secondes à Queen. Et il est choqué de voir sa sœur en uniforme de cafétéria. Il saisit sa main et l'entraîne dans un coin, exigeant de savoir pourquoi elle travaille à l'académie. Elle lui dit que quelqu'un doit travailler pour gagner de l'argent. Car les prix à l'UTES sont élevés, il secoue la tête de frustration et lui dit de trouver un emploi ailleurs. Juste à ce moment-là, Zek apparaît. Interprétant mal le tumulte comme Queen harcelant la servante avec ses chaînes autour de lui, il s'approche de Queen avec une aura intimidante, jurant de lui apprendre quelques manières. Les étudiants commencent à murmurer en voyant Zek s'énerver contre le nouvel éveillé. Queen se réprimande silencieusement d'être tombé dans des ennuis au moment où il a décidé de rester sous le radar. Zek lui crache du feu. Depuis qu'il s'est opposé à Erwin pendant l'épreuve,
les étudiants le regardent avec des yeux pleins de pitié. Maintenant qu'il a mis les élites à dos, surtout après que Zek est déterminé à le punir pour son insolence envers le prince Erwin. Zek lui dit qu'il n'est pas dans son village insignifiant, alors il ferait mieux de montrer un peu de bonne manière. Il ne devrait pas harceler les servantes à l'académie et doit respecter les règles à tout moment, il n'est personne alors il ne devrait pas agir comme tel pour lui rappeler leur différence de statut. Il lui montre la broche qui signifie qu'il fait partie des élites tandis que Queen ne l'est pas, il a peut-être réussi à gagner une goutte de sang noble. Mais il n'est toujours personne comparé à eux, il saisit ensuite Queen par le col et réitère qu'il n'est rien d'autre qu'un sang debout. Les sangs nobles sont les descendants des anciennes maisons nobles, leur pouvoir s'éveille dans l'enfance. Et ils ont déjà un statut noble au moment où ils entrent à l'académie. Et la goutte de sang prouve leur rang, chaque année, de nouveaux éveillés pleins d'espoir les rejoignent, désireux de maîtriser leur propre force. Cependant, ces étudiants sont marqués comme appartenant à un endroit de sang debout. Pour apaiser l'homme devant lui, il s'excuse et déclare qu'il connaît sa place et qu'il ne voulait offenser personne par ses actions pendant qu'il explique. Il est choqué de recevoir une raclée de Zek qui s'offusque lorsqu'il parle sans sa permission, il s'excuse à nouveau comme un mouton obéissant suppliant d'être pardonné. Encore agacé par lui, Zek lui rappelle qu'il devrait en tirer une leçon. Cependant, il remarque que son visage ne porte aucune trace du coup qu'il a reçu, Queen est condamné au moment où l'homme le remarque, puisqu'il s'est protégé avec une fine couche d'électricité. Zek serre sa main de colère. Insulté que Queen continue de le défier et de le provoquer, Queen ne veut vraiment pas de problème. Et il n'a agi que par pur réflexe pour se protéger d'une agression. En colère, Zek décide de lui donner une leçon appropriée en le lançant à travers la pièce avec rien d'autre que sa force brute, cela laisse à Queen aucun autre choix. L'obligeant enfin à décider de se battre. Cependant, il ne peut toujours pas libérer toute sa puissance. Soudain, Zek charge vers lui en produisant des éclairs électriques et en les envoyant dans sa direction, cela inflige immédiatement de lourds dégâts à Queen. L'ayant blessé, puisqu'il doit gagner le combat, il décide d'utiliser plus de puissance en libérant une charge électrique supplémentaire. Pour bloquer l'attaque imminente de son adversaire, cependant, cela s'avère encore insuffisant. Alors que Zek continue de le dominer, le noble sourit de son malheur, se moquant de lui pour n'être rien de plus que cela. Et ne montrant clairement aucune chance contre lui, il envoie plus d'éclairs dans la direction de Queen. Blessant encore plus le garçon. Il ne peut pas croire que Zek est bien plus fort que lui, le noble s'approche de lui et le félicite d'avoir tenu aussi longtemps. Cependant, il a l'intention de terminer le combat maintenant et de lui donner une leçon que tous les nouveaux étudiants pourront voir et apprendre. Tous les nouveaux étudiants sont figés sur place lorsque Zek inflige une raclée continue à Queen. Il est lentement drainé et commence à sentir qu'il est en train de mourir. Impitoyable, Zek dit aux étudiants de continuer à regarder alors qu'il transforme l'insecte en sac de frappe, Zek rit de manière menaçante. Disant qu'il n'a pas encore fini de torturer Queen, ce dernier est entravé par des chaînes. Presque à sa limite, il pense qu'il va être tué sur le champ, regrettant d'avoir surestimé ses capacités. Il se reproche d'avoir gaspillé sa seconde chance alors qu'il sent que son corps ne peut plus supporter de coups. Alors qu'il s'apprête à fermer les yeux, il voit sa sœur courir vers lui, il s'excuse auprès d'elle dans sa tête. Puisqu'il ne peut plus se lever à cause des blessures qu'il a subies après la raclée, il reste allongé sur le sol pendant que Zek se prépare à continuer de le frapper. Maddie supplie le garçon d'arrêter de blesser son frère, à travers ses larmes, elle le supplie de s'arrêter, ne voulant pas que le gars soit blessé à cause de son erreur. Zek sourit en disant qu'elle devrait être battue à la place si elle insiste, il la saisit alors avec l'intention de lui donner une leçon. Disant qu'aujourd'hui est son jour de chance. Maddie pousse un cri alors qu'elle est traînée par le noble, Queen supplie Zek de ne pas prendre la fille. Mais sa conscience s'estompe lentement, il a déjà abandonné Maddie à cause de sa soif de vengeance aveugle. Et à cause de ça elle n'a pas pu aller de l'avant. Il ne laissera pas ça se reproduire mais le visage de Zek le fixe en retour. Comme pour lui dire qu'il a encore échoué. Queen se réveille de son cauchemar en hurlant. Il est à l'infirmerie le corps couvert de bandages après son combat contre Zek. Shane est là s'occupant de lui et Queen demande immédiatement des nouvelles de Maddie. Cependant l'homme ne répond pas respectant toujours son vœu de silence. Juste à ce moment un autre homme parle à côté de lui pour prendre des nouvelles de son état. Il est choqué de voir Silas mais met sa colère de côté et demande d'abord où est sa sœur. Silas lui dit qu'elle est revenue ce matin mais qu'à en juger par son visage Zek s'est amusé avec elle toute la nuit. Queen serre le poing. Sa colère est palpable envers les nobles qui croient tous que la loi ne s'applique pas à eux.
Silas lui dit qu'il doit la vie à la servante, mais quand il se tourne vers Quinn, le garçon est déjà perdu et aveuglé par une rage pure après avoir appris que sa sœur a été maltraitée.